cap des 6000 personnes infectées par le nouveau coronavirus a été franchi, dépassant les chiffres de l'épidémie de SRAS du début du siècle. Si la Chine reste majoritairement touchée, des cas se propagent peu à peu sur le globe, y compris en France. Près de 2 mois après le début du mouvement, la contestation contre la réforme des retraites semble arriver à son terme. Les contestataires voient leurs effectifs se réduire mais demeurent déterminés. De quoi tirer les premiers enseignements de cette séquence sociale tendue. Donald Trump a présenté son plan de paix au Proche-Orient mardi devant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une proposition qui met d'accord l'oncle Sam et Israël mais ne fait pas les affaires de la Palestine, transformée en territoire gruyère. Madame, monsieur, bonsoir. Le nouveau coronavirus se diffuse. Avec plus de 6000 cas, le virus dérivé du SRAS commence à donner des sueurs froides aux organisations mondiales de santé. Le risque a été relevé pour l'Europe par l'OMS et le gouvernement français brasse du vent. 6057 cas répertoriés dans le monde, 132 morts, tous en Chine, lieu où le nouveau coronavirus a commencé à sévir. Au cœur du premier foyer à Wuhan, les malades se multiplient malgré la mise en quarantaine de toute la zone. Les premiers cas ont déjà fait leur entrée en Europe. En Allemagne, 4 personnes infectées ont été hospitalisées. Le directeur de l'Office sanitaire bavarois a fait un rapport sur le cas du premier patient. Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann, Mitarbeiter einer Firma im Landkreis Starnberg, der an einem Meeting am letzten Dienstag, dem 21. Januar, hier im Landkreis Starnberg teilgenommen hat. Die Schulungsleiterin oder zumindest an der Meeting teilgenommen, aber wohl eher so in Leitungsfunktion, so was wir gehört haben, war eine Chinesin. Un suivi particulièrement précis du cas qui n'est pas appliqué en France. En effet, après 3 premiers malades à Paris et Bordeaux, un nouveau malade plus gravement touché est apparu mardi dans la capitale. Il s'agit d'un touriste âgé qui est actuellement hospitalisé en réanimation à Paris. Son état clinique est donc sévère puisqu'il nécessite des soins de réanimation. Évidemment, l'enquête épidémiologique est lancée, en particulier la recherche de ces cas contacts. Le touriste en question est de nationalité chinoise et originaire de la province d'Hubei, l'épicentre de l'épidémie. Pour autant, aucune information n'a été communiquée sur son parcours, ses modes de transport et les différentes personnes qui ont pu être en contact avec lui durant les 14 jours supposés d'incubation. Une légèreté qui donne l'impression que les autorités françaises ne jouent pas franc jeu dans l'affaire et qui pourrait donc participer à la psychose. À plus forte raison que ce patient souffre d'une version sévère du virus. D'ailleurs, nombreux sont les Asiatiques en France à se plaindre d'une discrimination à leur encontre ces derniers jours. En effet, perçus comme une population cible, les Asiatiques seraient victimes d'un véritable rejet. Et comme toujours, les réseaux sociaux ne sont pas en reste. Beaucoup critiquaient notamment les habitudes alimentaires de la Chine. De son côté, Agnès Buzyn, le ministre de la Santé, se concentre sur le rapatriement des ressortissants français coincés à Wuhan. L'avion devrait être normalement à Wuhan jeudi soir, donc ça veut dire qu'il part mercredi avec le décalage horaire, il arrivera jeudi après-midi à Wuhan. Nous sommes en constitution de l'équipe médicale qui va accompagner cet avion. L'objectif, c'est de pouvoir identifier sur place s'il y a des personnes malades pour qu'elles fassent l'objet d'une prise en charge particulière et d'un transport particulier et que nous ne mélangions pas des personnes malades et des personnes sans symptômes. Donc l'avion devrait être de retour en France, probablement vendredi. Un rapatriement qui pourrait poser problème pour les intéressés. En effet, les passagers sans symptômes seront séparés de ceux présentant des signes pouvant être dus au coronavirus, à savoir de la fièvre et des affections respiratoires. Problème, les porteurs du coronavirus n'ont pas tous les symptômes de la maladie et leur contagion n'en serait pas moindre. La Chine affirme en effet que la transmission est possible avant les premiers signaux de la maladie, ce que n'infirme ni ne confirme l'Organisation mondiale de la santé à ce jour. Les rapports de l'organisation ont toutefois été corrigés pour porter le risque de modéré à élevé à l'international, au même niveau que la région asiatique hors Chine, qui fait l'objet d'un risque très élevé. Un risque qui a poussé plusieurs compagnies aériennes à suspendre certaines liaisons. C'est British Airways qui a ouvert la danse en fermant tous les vols depuis ou vers la Chine continentale. Une décision également effective à compter du 1er février pour la compagnie indonésienne Lion Air.
L'américaine United Airlines a annoncé qu'elle suspendait les vols vers Pékin, Hong Kong et Shanghai. Dans le même temps, Air France et Lufthansa poursuivent tous leurs vols. Un ralentissement du trafic aérien qui ne va pas arranger ni les affaires économiques de la Chine, de plus en plus paralysées, ni celles des pays touristiques comme la France. Et la contestation contre la réforme des retraites s'essouffle lentement. Le combat contre le projet de loi se poursuit cependant dans certains secteurs et les premiers enseignements peuvent déjà être tirés. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Des contestataires considérablement affaiblis numériquement mais toujours déterminés. Après un mouvement de grève historique par sa durée, les syndicats hostiles au projet de réforme des retraites poursuivent la mobilisation avec l'énergie du désespoir. Mercredi, ils étaient encore plusieurs dizaines de milliers dans les rues de la capitale. Et, sans entrer dans la guerre des chiffres, on peut constater que si les cortèges demeurent garnis, les bataillons de manifestants se sont considérablement réduits. Les TGV circulent, les métros et les autres transports parisiens aussi. L'impression de mobilisation générale ne fait plus illusion dans la capitale française. Et si quelques actions chocs vont encore intervenir, elles seront probablement plus localisées et symboliques à l'image des avocats déposant leurs robes ou des élus locaux de la majorité hués lors de leurs vœux et de leurs déplacements. Cette mobilisation du 29 janvier avait pour but de maintenir la pression sur l'exécutif à la veille de la conférence de financement. Et après le revirement probablement prévu initialement de la CFDT, c'est la CFE-CGC qui a fait temporairement une pause dans la contestation sans pour autant sortir de l'intersyndicale. Mis à part les manifestations d'ampleur à Paris et dans les grandes villes du pays, des marches au flambeau devraient continuer à éclairer bon nombre d'agglomérations. Une persistance de la mobilisation qui ne fera pas plier le gouvernement, mais qui témoigne de l'ampleur de la fracture entre le gouvernement et une partie de la population. Né au centre-gauche et largement composé de renégats du PS, le parti présidentiel LREM semble en rupture totale avec la gauche de la gauche, ce qui peut potentiellement faire diminuer le score présidentiel dans le cas d'un second tour, désiré par Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Ces près de 2 mois de mobilisation auront, à défaut de déboucher sur le retrait de la réforme, permis de tirer bon nombre d'enseignements sur le paysage politique français tel qu'il se redessine. La droite parlementaire ne peut pas exister face à Emmanuel Macron sur un sujet de type économique et social. Le PS est à présent un courant marginal de la gauche et la France insoumise apparaît avec les communistes et l'extrême gauche comme l'incarnation électorale des aspirations syndicales. La mue de la CFDT vers le social-libéralisme semble faite et les syndicats contestataires ont montré qu'ils pouvaient perdre même en bloquant la capitale. Autre enseignement, la convergence des luttes ne fonctionne décidément toujours pas et pour cause la divergence d'intérêts entre des professions libérales comme les avocats et les cheminots rendent une union de ces corps impossible. Le gouvernement, arrogant et d'apparence intraitable, aura lui finalement cédé sur plusieurs points, si bien que la réforme dénaturée n'est ni universelle ni égalitaire, comme annoncé initialement. Il n'en demeure pas moins que LREM sort vainqueur de cette séquence. Donald Trump à l'assaut du conflit israélo-palestinien. Le président américain a dévoilé mardi son plan de paix pour le Proche-Orient, un plan qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Thibaut Bastide. L'amitié entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou se confirme. Mardi, après plus de 3 ans d'attente, le président états-unien a présenté son plan pour la paix au Proche-Orient, censé résoudre le conflit israélo-palestinien. Un projet de 80 pages dévoilé en grande pompe dans l'East Room de la Maison-Blanche, en compagnie du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Une cérémonie lors de laquelle Donald Trump a vanté un projet gagnant-gagnant avec une solution réaliste à 2 États. My vision presents a win-win opportunity for both sides, a realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood to Israel's security. Today, Israel has taken a giant step toward peace. Today's agreement is a historic opportunity for the Palestinians to finally achieve an independent state of their very own. After 70 years of little progress, this could be the last opportunity they will ever have, and last for a lot of reasons. We'll never have a team like we have right now. The very heart of the land of Israel, where our patriarchs prayed, our prophets preached, and our kings ruled, has been outrageously branded as illegally occupied territory. Well, today, Mr. President, you are puncturing this big lie.
Le locataire de la Maison-Blanche a donc donné satisfaction à Benyamin Netanyahou. En effet, Donald Trump a fait la part belle aux revendications des partis politiques les plus intransigeants d'Israël. Parmi les concessions figure la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivisible de l'État hébreu et la souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain, territoire jouxtant la Jordanie et comptant pour près d'un tiers de la Cisjordanie et occupé par l'État hébreu depuis plus d'un demi-siècle. Des satisfactions non négligeables données au camp Netanyahou que Donald Trump avait à cœur de nuancer avec une prétendue compassion à l'égard du peuple palestinien. I was saddened by the fate of the Palestinian people. They deserve a far better life. They deserve the chance to achieve their extraordinary potential. Palestinians have been trapped in a cycle of terrorism, poverty, and violence, exploited by those seeking to use them as pawns to advance terrorism and extremism. Les Palestiniens méritent d'exploiter leur potentiel, mais sous de nombreuses conditions. En effet, le plan de paix prévoit la création d'un État palestinien démilitarisé en Cisjordanie, avec la bande de Gaza et des territoires situés non loin de la frontière égyptienne, connectés via un tunnel, avec pour obligation le rejet clair du terrorisme. Naturellement, le président palestinien Mahmoud Abbas a rejeté cet accord, arguant que Jérusalem n'était pas à vendre. سنقبل بدولة بدون القدس؟ مستحيل أي طفل فلسطيني أو عربي أو مسلم أو مسيحي أن يقبل بهذا، ولذلك قلنا له من البداية أريد أن أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع وليست للمساومة، وصفقتكم المؤامرة لن تمشي. Des annonces loin de faire l'unanimité donc, mais la démarche de Donald Trump avec Benyamin Netanyahou ne se limite pas au conflit israélo-palestinien. En effet, la présentation d'un plan de paix ambitionnant de résoudre un des plus vieux conflits constitue avant tout un véritable coup de com' pour sa campagne présidentielle. De quoi mobiliser la puissante communauté évangéliste acquise à sa cause, le tout en plein ersatz de procès pour sa destitution. Du côté de Benyamin Netanyahou, l'intérêt du plan surpasse aussi la géopolitique. En effet, il pourrait faire oublier ses déboires judiciaires à un mois de nouvelles élections en Israël, où Benyamin Netanyahou est aux prises avec une inculpation pour corruption. Un compromis gagnant-gagnant pour les deux hommes qui a reçu l'aval d'une grande partie de la communauté internationale. Londres a qualifié le plan de proposition sérieuse qui pourrait constituer une avancée positive et le ministère français des Affaires étrangères a salué les efforts du président Trump sans pour autant montrer une adhésion complète pour le plan. En effet, le Quai d'Orsay a toujours plaidé pour une solution à deux États. Seule la Russie s'est montrée plus prudente, prônant des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens afin de parvenir à un compromis mutuellement acceptable, sous-entendant que la proposition de Donald Trump ne l'était pas. Et passons à présent à l'actualité en bref, c'est avec Olivier Frère-Jacques. Les pompiers obtiennent gain de cause. Après 6 mois de mobilisation et une dernière manifestation musclée mardi après-midi dans les rues de Paris, les syndicats des soldats du feu ont annoncé mardi la fin de leur grève entamée l'été dernier. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis une série de mesures lors d'une rencontre avec les représentants syndicaux. Le gouvernement s'est notamment engagé à revaloriser dès l'été prochain la prime de feu à 25% du salaire de base contre 19% actuellement et à préserver les mécanismes permettant aux pompiers de partir en retraite anticipée en échange de cotisations supplémentaires. L'exécutif s'est également engagé à créer un observatoire national des violences spécifiques aux sapeurs-pompiers pour mieux prévenir les agressions dont ils sont de plus en plus victimes. Une mesure pour le moins cocasse annoncée quelques heures seulement après que des policiers aient matraqué des pompiers. Retour vers le futur, à quelques semaines du procès dans l'affaire des emplois fictifs dont aurait bénéficié son épouse. L'ancien candidat à la présidentielle François Fillon a choisi de sortir de sa réserve médiatique. Il prendra la parole jeudi dans l'émission Vous avez la parole sur une chaîne du service public. Toujours mis en examen, François Fillon souhaite donner ce qu'il appelle sa vérité, 3 ans, jour pour jour, après sa première audition.
Cérémonie de vœux chahutée dans le 20e arrondissement de Paris. Mardi, les traditionnels vœux du maire Frédéric Calandra, ancienne socialiste désormais candidate pour La République En Marche, ont été sérieusement perturbés par de nombreux manifestants réputés proches de la France insoumise. Au-delà de son ralliement au parti d'Emmanuel Macron, Frédéric Calandra, ex-PS, avait dénoncé la présence des frères musulmans à Paris, notamment dans les centres sociaux. Certains élus, dont l'insoumise et candidate à la mairie de Paris Danielle Simonet, avaient appelé à perturber la cérémonie des vœux pour dénoncer cette prise de position jugée odieuse. Le message est, semble-t-il, bien passé. Les invectives répétées ont obligé l'édile à faire évacuer la salle par les fonctionnaires de la ville. Le fichage par reconnaissance faciale fait scandale aux États-Unis. La société Clearview fait polémique outre-Atlantique avec la mise au point d'une intelligence artificielle faciale visant au fichage des êtres humains. L'entreprise privée aurait déjà affiché plus de 3 milliards de photos de visages sur les réseaux sociaux, les associant à des noms. Clearview s'expose, au moins en Europe, à de graves sanctions pour avoir enfreint la législation sur les bases de données. Mais difficile d'imaginer l'entreprise attaquée puisqu'elle collabore par ailleurs avec de nombreux services de police et son grand financier, Peter Thiel, est un soutien du président Donald Trump. Des sénateurs américains ont cependant envoyé une série de questions à la société concernant son activité et Clearview a jusqu'au 12 février pour y répondre. Alors que la Chine est souvent pointée du doigt pour ses pratiques douteuses en matière de surveillance des personnes par les autorités publiques, les États-Unis pourraient bien ne pas être en reste avec cette fois-ci des entreprises privées. Un petit pan de la souffrance animale dans le viseur. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a annoncé mardi vouloir interdire le broyage des poussins et la castration à vif des porcs d'ici la fin 2021. Des pratiques qui ont particulièrement choqué certains consommateurs avec la diffusion de vidéos de l'association L214. Pour autant, le chemin sera encore long. En effet, la fin du broyage des poussins mâles est suspendue à la recherche qui permettrait d'identifier le sexe des poussins dans des œufs avant éclosion. L'autre piste consisterait à créer une poule pondeuse dont la chair permettrait aussi une rentabilité pour la viande. Pour les porcelets, castrés pour des raisons gustatives selon les éleveurs, la solution serait à chercher du côté des processus à mettre en place pour éviter les souffrances faites aux animaux qui jusqu'ici sont castrés à vif, c'est-à-dire sans anesthésie ni intervention chirurgicale à proprement parler. Didier Guillaume s'est dit sensible au bien-être animal mais aussi au bien-être des éleveurs qui, jusqu'à preuve du contraire, sont saignés aux 4 veines mais pas encore castrés à vif. La France incitée à rapatrier ces criminels ayant pris part au califat. Les djihadistes de nationalité française condamnés à mort en Irak devraient, selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, être jugés en France. L'institution onusienne s'inscrit dans une démarche hostile, d'une part à la souveraineté irakienne, mais aussi à celle de la France. La volonté de l'État français étant de laisser ces criminels jugés là où ils ont commis leurs exactions. La CNCDH estime que les procès en Irak ont donné lieu à des condamnations non équitables et pour cause les procédures seraient assez expéditives. Cette décision n'étant que consultative, libre à Paris d'en tenir compte ou de s'asseoir dessus. Et voilà, on s'approche de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Le journaliste Pierre Robin est l'auteur d'un ouvrage intrigant et non conformiste, L'esthétique contre-cool, guide à l'usage de ceux qui veulent échapper à leur époque. Ce sont des choses ou des gens, des personnes, des lieux que j'ai aimés et que je continue d'aimer car je suis très fidèle en admiration. Et en plus, c'est le bonus ou le complément. Il faut que ces personnages, ces lieux soient assez mal vus ou difficilement agréé par le pouvoir culturel en place. J'ai beaucoup pensé, en rédigeant ce bouquin, à qu'est-ce que diraient les journalistes de BFM TV ou des Inrecuptibles de ça et de ci que j'aime bien. Et ça aide à structurer en négatif, en creux, si je puis dire, ce qui est contre-cool. Mais encore une fois, la plupart des choses que je défends et que j'illustre dans ce livre, je les aime vraiment au premier degré. Ce soir, retrouvez également une édition spéciale de la France de Campagnol avec Christian Combas. C'est sur le site tvliberté.com. Et puis également Perles de culture. Anne Brassier évoque les dernières sorties cinéma, puis reçoit le poète Jean Hautepierre. Découvrez également un nouveau numéro de Synthèse. Roland Elie et ses chroniqueurs reçoivent l'économiste Philippe Simoneau pour évoquer le système de retraite par répartition et la stratégie de Donald Trump au Moyen-Orient. Tout de suite, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
L'armée française vient de passer commande d'une bagatelle de 75 000 pistolets semi-automatiques auprès d'une firme autrichienne Glock. Et là, lorsqu'on parle de la firme autrichienne Glock, ça fait gloups, ça étrangle le gosier, ça escrabouille la ratatouille. Attention, loin de nous l'idée de critiquer la qualité du matériel de la firme autrichienne. Sa production d'armement est d'une grande qualité, ses performances sont reconnues et nombreux sont les pays à s'approvisionner chez elle. Mais quand même, ça fait mal, ça fait gloups, ça étrangle et ça escrabouille, car cette commande n'est faite que pour les beaux yeux de l'Europe. La France, qui, il n'y a pas si longtemps, pouvait s'enorgueillir d'être l'une des premières puissances militaires et diplomatiques au monde, et dont l'industrie d'armement était mondialement reconnue pour sa qualité exceptionnelle, en est réduite à commander les armes de ses soldats auprès d'un pays neutre qui ne pèse plus guère dans les relations internationales depuis 1918. Et l'on nous explique doctement que produire en France est trop coûteux, trop compliqué, et que l'on n'est pas taillé pour ça, et autres balivernes. Et l'Autriche, elle est taillée pour ça peut-être ? Autrefois, les soldats français étaient équipés avec des armes fabriquées à Châtellerault ou à Saint-Étienne. Visiblement, Châtellerault ou Saint-Étienne, c'est maintenant has-been. Mais ce n'est pas tout. Notre célèbre fusil d'assaut, le très connu FAMAS, de Saint-Étienne lui aussi, est en passe d'être remplacé par un fusil allemand. Et notre fusil de précision par un modèle belge. Car en 2016, l'on refusait à la firme stéphanoise Vernet-Caron de participer à l'appel d'offres pour le fusil de précision parce qu'elle ne faisait pas un assez gros chiffre d'affaires. Et ce sont donc les Belges qui ont récupéré le marché. Ça, c'est l'Europe dans toute sa magnificence. Il faudra tout de même que l'on nous explique un jour les vraies raisons pour lesquelles les Belges, les Allemands et autres Autrichiens arrivent à produire des armes, mais plus nous. Et pourquoi nous ne sommes pas fichus de faire respecter une préférence nationale sur un sujet aussi sensible et stratégique que l'armement. L'Europe, toujours l'Europe. Allez vous étonner après cela que les Anglais aient claqué la porte. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.